What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour tout le monde, ici le Diamant Bleu de Nadia, à toutes mes auditeurs auditrices. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale à mes yeux. Elle ne savait même pas, alors je vais vous faire la présenter. Elle s'appelle Reine Mambo de la municipale de Longueuil. Bienvenue à mon émission! Merci beaucoup. Merci de me recevoir, Nadia. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oh my God, je suis en train de shaker. Je ne sais pas pourquoi. Ça va bien. Bienvenue à mon podcast. Alors, Reine Mambo, pourrais-tu nous expliquer? En premier, je vais t'expliquer. Quand je dis à la communauté haïtienne Reine Mambo, me dit quoi, elle fait du voodoo? Supposément, Reine Mambo, j'ai appris ça dernièrement, que la Reine Mambo, ça signifie dans la culture haïtienne, quelqu'un de haut placé qui fait du voodoo. Je savais même pas. Okay. J'ai appris ça hier. Mais tu me l'apprends, mais je sais pas si tu dis bombo, parce que c'est B-O-M-B-O, puis on prononce mbombo même, la bonne façon de prononcer. Oui, c'est ça, c'est mambo, mais peut-être parce que j'étais anglophone, je sais pas, mais on m'a dit ça et j'étais comme « Ah, mais non, c'est une grosse reine! » Non, humblement, je m'appelle reine, effectivement, mais c'est la première fois que j'entends ça. J'ai rien à voir avec le voodoo, non. Non, je sais, mais c'est juste pour te dire comment j'étais... je savais pas que ça faisait ça. Mm-hmm. Alors, pour t'expliquer, bienvenue. Merci. Je voulais savoir, pourrais-tu m'expliquer exactement qu'est-ce que tu fais dans la municipale? Oui, mais en fait, je suis conseillère municipale du district de Georges-d'Or dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. On a environ, disons, 11 300 électeurs dans mon district. On a plusieurs chapeaux. Je comprends que les gens ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire être conseiller municipal et j'essaie de montrer un peu mon quotidien au travers les réseaux sociaux, plus sur Instagram. Mais on a plusieurs chapeaux, effectivement. Je suis présidente du conseil de la ville de Longueuil. Notre mairesse Catherine Fournier m'a nommée présidente du conseil. À Longueuil, je suis responsable associée du dossier de la vie communautaire. Je siège aussi je siège au conseil de la ville de Longueuil en tant que présidente. Je siège au conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil et je siège au conseil d'agglomération. Donc, avec les 5 villes liées, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert, Saint-Bruno et Longueuil, qui est la ville-centre. Et à l'agglomération, je siège sur des commissions, donc la sécurité publique, le budget, les finances et l'administration, et l'environnement et l'aménagement. Wow! C'est ça. Donc, il y a ça,
Notre quotidien bouge beaucoup, c'est différent de jour en jour. Parfois, on va recevoir des appels, des courriels des citoyens qui ont besoin d'aide. D'autres fois, on siège justement en conseil. On a beaucoup, beaucoup de lectures en prévision de nos conseils. J'ai beaucoup un rôle de représentativité de la ville. Les gens m'invitent beaucoup à titre de présidente du conseil. Donc, beaucoup de réseautage. C'est très beau ce qui se passe chez nous à Longueuil. J'en suis très fière. Donc, je vais en parler, Mon objectif, c'est toujours de faire briller, rayonner Longueuil, donc expliquer, on est innovateur, inclusif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mon Dieu, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mais moi, qu'est-ce qui m'a... Pour te dire la vérité, une des raisons, je veux savoir, si tu sais, tu es au courant, une des raisons que je m'approche de vous autres, surtout vous et la mairesse, vous avez beaucoup un impact dans ma vie personnelle. Alors, moi, personnellement, je ne savais pas, mes auditeurs, auditrices, je ne sais pas si vous savez, mais je ne savais pas qu'elle était amie avec mes frères. Les trois. Les oui. 3 frères. Absolument. Alors, pour vous dire la vérité, moi, j'étais dans un parc une journée, puis j'allais pas trop bien. Alors, j'étais à Christophe Colomb, j'allais pas vraiment pas bien. Christ Roy? Christ Roy, À Longueuil. À Longueuil, OK, oui. J'allais pas bien, et puis tu m'as approché et tu m'as demandé si j'étais correcte. Et c'est fou comment les gens, parce que pour te dire la vérité, tous les gens qui passent par mon podcast, c'est parce qu'ils ont eu une touche qui ont passé à travers moi, personnellement. OK. Je suis pas du tout au courant de cette histoire-là. Je l'apprends pour la première fois. Oui, alors, je pleurais et tu m'as demandé si j'étais correcte. OK. Puis moi, j'ai dit, ça va aller, ça va aller. J'ai dit, vous êtes sûre? Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide? J'ai dit, non, j'ai pas besoin d'aide. Et tu m'as dit, tu sais, je suis juste là avec des amis. Alors, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi savoir, je suis là. Mais je pleurais comme un bébé. Pour vous dire la vérité, des fois, on pleure, on n'a pas personne à parler, mais tu étais là et tu m'as approché sans savoir qui j'étais. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message dans les réseaux sociaux, qu'elle n'a pas hésité à me réécrire. Elle n'a pas pris de jugement. Sans jugement, tu as pris le temps de m'écrire. Et c'est ce que j'ai dit à mes auditeurs, auditrices, des fois, briser le silence, c'est important. Quand on vit un moment difficile puis de parler à quelqu'un, c'est tellement important. Que ce soit la personne ne te connaisse pas ou te connaît, il faut prendre le temps de s'exprimer et de parler. Parce que des fois, on garde tout en dedans puis on n'est pas capable de partager ce qu'on ressent. Alors moi, c'est pour cela que j'aimerais te remercier et je t'invite dans mon podcast parce que tu es une femme inspirante. Qu'est-ce que tu fais dans la communauté, c'est encore plus inspirant, surtout toute votre équipe au complet, même Madame Catherine Fournier. Puis c'est touchant comment tu prends le temps d'écouter quelqu'un que tu connais même pas. Quand tu m'as contactée, je savais pas que tu étais les frères, la sœur des Laporte. J'avais aucune idée. C'est juste par après, quand j'ai regardé tes photos, j'ai appelé ma sœur parce qu'en fait, ma grande sœur est allée au cégep Rosemont avec ton grand frère. Et moi, je suis allée au secondaire avec les jumeaux. Donc, puis là, j'ai dit, Sylvie, c'est la sœur de la porte. Ça a juste été une grande coïncidence, mais bravo. En fait, je tenais à te le dire. Là, ça fait quoi, 1 an et demi que tu fais des podcasts, que tu brises le silence sur la santé mentale. Puis si j'ai pu être d'une aide quelconque, ça me fait plaisir. Mes félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Comment c'est ton stress? Comment tu gères? Qu'est-ce que toi, tu penses de la santé mentale, les enjeux de la santé mentale, toi, en ce moment? Parce que pour moi, les enjeux de la santé mentale, c'est tellement gros pour moi, puis c'est tellement vaste. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça fait, comment qu'on se sent. Et puis, moi, je veux briser ce silence. Et une des choses, il faut que les gens comprennent, en étant maman monoparentale de 3 enfants, puis que je me débat à chaque jour de la dépression, de les enjeux, du rejet, et comment c'est vraiment un gros problématique en ce moment à Longueuil, même dans la Rive-Sud. Les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans les morgues et tout. Puis, ça faut que ça reste confidentiel, mais par semaine, il y a à peu près comme 40 suicides, des jeunes entre 10 ans et 45 ans, 65 ans, vous comprenez? Puis, c'est vraiment important qu'on fasse quelque chose pour nos jeunes ou pour les aînés ou pour la communauté même, de trouver un moyen de casser ce silence, de trouver de l'aide pour ces gens-là. Puis, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Tu as dit plusieurs choses pertinentes. Où commencer? Moi aussi, j'ai été maman monoparentale jeune. Je suis tombée enceinte à 18 ans. J'ai accouché à 19 ans. J'avais à peu près 19-20 ans quand je suis devenue monoparentale. Et puis, mon Dieu, à cette époque-là, je travaillais dans un job où j'avais vraiment très, très peu d'intérêt, mais il fallait payer le loyer, mettre de la nourriture dans le frigidaire. Mm-hmm. Puis, je m'étais comme... J'avais pris la décision que j'allais
travailler, puis j'allais essayer de m'en sortir, disons, mais à un moment donné, c'était plus assez. Puis la boîte dans laquelle j'étais m'a comme poussée à retourner à l'école parce que je voyais les gens travaillant alentour de moi, puis je me disais, je peux faire 100 fois mieux. Donc, mais ça, c'était beaucoup de pression parce que là, t'es mère monoparentale, tu dois travailler, puis là, tu te demandes, est-ce que je peux aller à l'université? Puis cette histoire-là, je la raconte encore et encore en entrevue, mais elle est tellement dear to my soul. J'avais appelé mon oncle parce que je savais qu'il avait fait HEC Montréal. Et je l'ai appelé en lui demandant, est-ce que mon oncle, je pense potentiellement retourner à l'école, j'aimerais ça aller à HEC, mais c'est complètement fou. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même imaginable? Puis jamais il a mentionné les défis. Jamais il m'a dit que ce serait difficile. C'est le fun que ton oncle, au moins, il était capable de te dire, de te pousser à faire ce que tu voulais faire. Oui, mais je pense que il était content. Puis il s'est dit, ben, enfin, parce que nous, on vient de la République démocratique du Congo. Je suis née à Kinshasa. Je suis arrivée ici en bas âge. Puis ce que mon oncle m'a dit, c'est, ma fille, quand on était au Congo, notre rêve, c'était de venir au Canada. Maintenant que vous êtes au Canada, qu'est-ce que vous faites? Ça m'a frappée. J'ai plus jamais eu le même regard sur la vie. Plus jamais. C'est là que je me suis rendu compte que on a accès à plein de ressources. On est choyé d'être ici. J'ai mal à l'oreille. Je peux traverser la rue, aller à la clinique. Je veux dire, c'est riche là, de ressources et d'accessibilité ici. Donc, je me suis inscrite à l'université. J'ai décidé d'aller à l'école. Puis je me suis dit, j'ai pris la décision. Puis je me suis dit, je vais voir par après comment est-ce que je vais m'organiser. Et tu sais, quand on dit « it takes a village », ben, les gens alentour de moi, ma famille s'est mobilisée. Ma mère me disait « donne-moi ton horaire ». Et parce qu'elle est entrepreneur, elle disait « donne-moi ton horaire, je vais la prioriser pour être avec son petit-fils ». Puis, elle gérait les clients par rapport à mon horaire. Ça, tu vas me faire pleurer, là. Ben, moi aussi, à chaque fois que je rentrais chez moi à 23 h puis que je voyais ma mère, ma tante dans le salon, mon fils dormait, tous les soirs, j'avais envie de pleurer. Mais en même temps, c'est ça qui me poussait. Puis je me disais, faut que je réussisse. Ben, j'ai fait un certificat à HEC Montréal, j'ai fait administration. Ensuite, j'ai fait un deuxième certificat en gestion d'entreprise. Puis, quand tu te rends compte que il y a plus que de juste répondre au téléphone puis faire du service à la clientèle, puis je crache pas là-dessus. Je veux dire, ça nourrit mon fils et moi, ça a payé mes factures pendant quelques années, plusieurs années. Mais je savais que je voulais plus, que j'étais capable de plus et que j'étais très, très curieuse. J'ai toujours été très curieuse, donc je voulais apprendre plus. Je sais que je ne sais pas, je dis ça tout le temps, surtout. Même s'il y a un sujet que je maîtrise très bien, je me dis, il y a un mot, une information que je peux avoir additionnelle que je ne savais pas. Puis, voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser mon certificat, de devenir gestionnaire et tout ça. À 30 ans, j'ai une discussion avec mon père et ça a été, et je lui ai dit, c'est un des plus beaux cadeaux que tu m'as donné. On a parlé de la balance. Et il m'a dit, ma fille, tu sais, la balance, il faut que tu t'assures que chacun des dossiers dans ta vie est balancé. C'est comme ça que tu vas trouver ta balance générale dans ta vie. Tes amitiés, ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, tes enfants, toutes les sphères de ta vie doivent être balancées et c'est comme ça que toi, tu vas pouvoir trouver ta balance. Et ça m'a touchée. Et là, j'ai commencé à me questionner. J'ai commencé à faire un peu de ménage dans ma vie, changer quelques relations, changer de boulot. Mais c'est pas facile quand même. Ah non, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, mais c'est une décision que tu prends, puis tu assumes. Mais c'est ça le mot, assumer. Parce que comment tu peux t'assumer quand toi-même, ta santé mentale n'est pas à la bonne place? Tu vois, je t'entends parler, puis je vais pas te mentir, j'ai de l'eau dans les yeux, je vais pas mettre mon maquillage parce que je suis comme, oui, je vais pas mettre mon maquillage. Mais une des choses qui me touche énormément, et je te dis, j'aimerais remercier tes parents parce que tes parents ont été là pour toi, puis t'ont guidé dans le bon cheminement. C'est pas que ma mère, elle n'a pas été là. Ben non, elle n'a pas été là. Elle n'a pas été là pour moi émotionnellement.
j'avais pas ce kick in the butt. Let's go, Nadia, t'es capable. J'ai dit à maman, je vais aller à l'école. Ah, oui, t'as fini. Comment je suis finie? T'es finie, là. T'as pas besoin de retourner à l'école. Et t'imagines, quand tu entends cette négativité-là, comment tu te sens après? Comment tu vas faire pour te relever? Mais pas mes frères. Mes frères n'ont jamais eu cette négativité-là vraiment avec ma mère parce qu'ils étaient comme les rois de la maison. Moi, j'étais la seule femme, tu comprends? Alors, va apprendre à manger. Qu'est-ce que tu fais dehors, aller jouer au basket? T'es pas un garçon. T'es pas ci, t'es pas ça. Alors, j'étais plutôt le mouton noir de la famille. Même malgré que j'explique à mes frères, c'est comme Nadia, non, je dis oui, c'est ça, et ça finit là. C'est pas que je rabaisse ma mère, il faut dire les vraies choses. À la fin de la journée, j'étais pas cette personne qu'elle voyait que j'allais augmenter, tu comprends? Alors, j'entends ton histoire, puis je vous dis, mes auditeurs, auditrices, si vos parents sont là, puis vous tonnent la main, prenez-le, parce que moi, je l'ai pas eu. C'est sûr que c'est important. Puis... Nous, on n'avait pas grand-chose, là. Ma mère, c'est la première génération d'immigrantes. Elle est arrivée ici seule avec 2 enfants. On n'avait rien. On a grandi sur les boulevards des Ormeaux, dans mon district à Longueuil, qui est un quartier... c'est dans mon district aujourd'hui. Je suis très fière d'être conseillère municipale de ce district-là où j'ai grandi. Wow. Mais c'est un quartier défavorisé. Donc... Mais ma mère avait une vision, donc elle a décidé d'aller au cégep. C'est la première bachelière de notre famille, des Alara, la première à être allée à l'université, être allée chercher son bac. Puis ça lui a permis de devenir entrepreneur, propriétaire. Puis de par son influence sur nous, ma sœur et moi, ça nous a permis aussi d'aller à l'université, de devenir propriétaire, entrepreneur aussi. Et moi, humblement, on me dit, ton fils est tellement bien éduqué. Je dis, moi, j'ai répliqué tout simplement ce que ma mère a fait avec nous. Donc oui, c'est excessivement important de semer une graine très saine, disons, dans nos enfants. On est les premiers. Moi, dernièrement, la semaine dernière, mon fils m'a appelé à 23 heures. Il devait dormir à quelque part. Maman vient me chercher. OK, c'est ça, maman. Et j'étais tellement fière. Je me disais, c'est comme Mama Bear qui va à la rescousse de Baby Bear. Oui. Mais, tu sais, ça commence très, très tôt. Et si on est capable de donner cette structure-là à nos enfants, puis on est capable de faire fleurir une plante, une fleur saine dans un bon environnement, ben ça aide déjà, je pense. Donc, voilà. Puis, tu m'as posé plusieurs questions. Oui, les enjeux de la santé mentale, c'est ce que vous en pensez. C'est tellement important. Je veux dire, on se garde en forme physiquement. On sait que pour être en forme, c'est un travail continuel. On va au gym, on fait attention à ce qu'on mange, on marche, peu importe. C'est un travail continu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec notre cerveau? C'est la même chose. C'est tabou de consulter. Moi, je consulte. Moi aussi, je consulte. Ben oui, moi, j'ai décidé qu'une des façons pour trouver ma balance dans un de mes dossiers, c'est d'être accompagnée. Et bon, il y a certaines personnes qui savent, j'ai vécu un deuil dernièrement, j'ai besoin d'avoir ce soutien-là pour passer au travers le deuil. C'est obligatoire parce que ma vie ne ralentit pas parce que moi, j'ai vécu quelque chose de personnel. Je dois quand même être maman. Mon fils a besoin que je sois là. La maison doit être entretenue. Je dois faire à manger. Mais comment est-ce que tu continues à passer au travers la vie quand il y a une partie de toi qui est littéralement morte? Et comment tu réussis à te lever le matin? À te lever le matin, à lire 1000 pages dans la semaine quand tu n'arrives même pas à te concentrer. Il y a une seule chose qui prend constamment ton esprit. Donc, j'ai pris la décision d'être accompagnée là-dedans. Je trouve que c'est très simple. Puis, c'est très tabou dans notre communauté de dire « ça va pas, j'ai besoin d'aide, je me reconnais pas, je suis malade ». Je pense qu'il faut, être alerte à notre entourage. Et je le fais là, quotidiennement. Vraiment quotidiennement. Je regarde les gens alentour de moi. Je suis capable de voir. Je pense que, justement, à cause du deuil que j'ai vécu, j'ai été tellement profondément triste que je marchais, je voyais les gens heureux et ça me frappait. Parce que je disais, avant, j'étais comme ça. C'était normal de rire, faire des blagues. J'avais plus cette fibre-là. Donc, j'ai l'impression que j'arrive plus à voir les gens qui ont
une certaine douleur ou un truc qui... Puis même dernièrement, j'ai vu quelqu'un dans mon entourage qui a partagé quelque chose sur les réseaux. J'ai envoyé un message. On a échangé. J'ai vu effectivement que ça allait pas. J'ai dit, qu'est-ce que t'en dis? On va prendre un thé, on va prendre... OK. Puis ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, il faut que les gens, effectivement, arrivent à briser le silence. Puis briser le silence, ben, ça passe par ce que tu fais. Ça passe par... Puis je vous dis, franchement, c'est pas facile de briser le silence, Madame Bambo. Non, appelle-moi Reine. Reine, excuse-moi. Oui. C'est pas facile de briser le silence. Tu sais, je te parle en ce moment et j'en pleure, tu comprends? Et c'est vraiment difficile pour moi de... C'est vraiment difficile pour moi de, comment dire, de dire à quelqu'un comment je suis... je vis mes moments difficiles. Le monde ne comprenne pas ce que je vis. Ou à chaque jour, je me débat avec une dépression ou comment je peux parler avec les gens. Personne ne sait ce que je vis du tout, du tout, du tout. Puis à tout le monde qui écoute ce message, il faut que le monde comprenne. C'est pas facile de se lever le matin puis de se débattre avec notre dépression mentale parce qu'on sait pas si on fait quelque chose de bien ou bien on se sent rejeté de la société ou des injures que les gens mettent sur nous. On veut pas que les gens nous jugent ou on veut pas que les gens nous regardent différemment. Oui, ce matin, je me suis dit, j'ai dit, je m'en vais rencontrer Reine. Je me suis demandé à quelqu'un de me faire mon maquillage. Avant que je fasse mon maquillage, si t'aurais vu mes yeux, ça faisait 3 jours que j'avais pas dormi. Ça fait 3 jours que je dors pas, que je mange pas, puis que je me débat avec qu'est-ce que je fais, tu comprends? Les gens ne comprennent pas à quel point c'est important de se débattre et à parler à quelqu'un. Mais tu as dit quelque chose de très important. Les gens qui ont des difficultés avec leur santé mentale s'isolent. C'est ça qui est dangereux. Mais on s'isole parce qu'on a peur. On a peur que les gens nous jugent. Oui. On a peur que les gens nous regardent d'un âge. Exemple, je suis allée dans un 5 à 7 et puis c'était tous des gens de réseautage. Puis la personne est venue me voir puis elle m'a dit, « Tu fais quoi dans la vie? » J'ai dit, « Ah, mais je fais un podcast, je travaille en administration. Tu fais juste ça? C'est quoi tu as à nous offrir? » Oh, wow. Tu sais, un jugement déjà passé. Mm-hmm. Elle dit, « Ah, puis tes parents, ils font quoi? Je vois que t'es bien habillé, mais t'as pas vraiment beaucoup d'argent. Tu fais quoi dans la vie à part de ça? » Tu sais, c'est déjà terrible. un jugement, puis c'est dans notre propre communauté, là. On s'entend que tu te fais quoi avec ces gens-là? Les gens te regardent ou bien ils vont regarder combien d'amis que tu as sur les réseaux sociaux, puis ils vont dire, « Ah, je vais la parler. Oh non, ça me tente pas de la parler. Elle a même pas beaucoup d'amis. Mm. » Non, c'est sûr qu'il faut... c'est le travail de chacun. Il faut qu'on soit... Il faut qu'on fasse attention à nos paroles. Il faut qu'on fasse attention à nos interactions. Moi, je suis très, très, très sensible à ça. Tu sais, à l'hôtel de ville, je connais très bien la réceptionniste comme la femme qui nettoie le ménage. Et à chaque fois, je prends mon temps, je m'arrête, je dis, « Ah, comment ça va? » Tu vois, vous avez fini plus tôt aujourd'hui, je vais pouvoir rentrer plus tôt. Oui, mais moi, ce que je dis et ce que je redis depuis des années, la chose la plus importante du monde, c'est l'être humain. Le reste, c'est de l'extra. Point final. Si on est capable de connecter ensemble, de se soutenir, puis je l'ai dit en conseil de ville l'autre fois, parce que, bon, je trouvais justement important d'adresser la santé mentale parce que je venais d'apprendre le décès de mon meilleur ami. Puis je disais, il faut comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui est plus grand que nous. Tout est plus grand que nous. Notre petit désir, notre... je sais pas, moi, j'ai pas envie de me déplacer. J'accorderai pas mon temps à telle personne. Je suis fatiguée. Mm-hmm. Ou la quête du pouvoir, la quête de l'argent. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Selon moi, la chose la plus importante, c'est l'être humain. Puis tu crées des relations. Tu vas avoir un plus grand impact si tu mets sur des relations que si tu mets sur la quête de l'argent. Mais là, moi, je fais de l'anxiété. J'ai peur d'aller rencontrer quelqu'un. Même quand je te parle, Reine, j'avais peur au début. Je disais, elle va me juger, elle, oublie ça, là, je vais pas aller là-bas. Tu sais, quand tu m'as invité à votre 5 à 7, je m'excuse, mais
je me dis, ils vont juste nous regarder comme si on n'était rien ou quelque chose. C'est des jugements que tu te portes, tu te poses des questions, t'es comme, oh my God, est-ce que tu fais quelque chose de mal? Est-ce que tu as bien parlé? Est-ce que tu t'es bien comporté? Est-ce que tu as bien marché? Est-ce que tu comprends? Parce que ça vient aussi de qu'est-ce que ta mère t'a imposé. Toi, tu vas être rien. Toi, tu vas... C'est ça que je vous dis, les mots peuvent affecter jusqu'à ton adulte. Bien sûr. Tu comprends? C'est comme tu te penses grosse parce que toute ta vie, on t'a dit que tu étais grosse. Tu te penses laide parce que toute ta vie, on t'a dit que tu n'étais pas si belle. Alors, tu te poses des questions. Tu te remets en question. Tu te mets, OK, je m'en vais voir la reine de la municipale, la conseillère. Oh my God, est-ce que je suis assez bonne pour la parler? Est-ce que je suis assez bonne de dire quelque chose? C'est toutes des questions que tu te poses dans ta tête, dans ton subconscient. Comment rester positif en restant positif et parler à une personne pour se faire comprendre? Et là, tu fais référence à notre cocktail de financement qu'on a tenu au mois de juin. Là, Oui, exactement. Bon, voilà. Même, exemple, le cocktail de financement que vous avez eu au mois de juin, j'étais gênée, là. J'étais gênée de parler. Je ne savais pas quoi dire. Mais est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça tu t'es sentie super bien passé. Le monde ne m'a pas jugée. Non, c'est ça. Je me suis sentie vraiment à l'aise. Même en racontant mon histoire, puis tu sais, le genre me dit, on m'a dit, il y a du monde là-bas qui m'a dit, va pas dire aux gens que tu as perdu ton logement. Pourquoi? Non, dis pas ça, là. Non, je le dis avec fierté. J'ai perdu mon logement. On m'a mis à la porte pour aucune bonne raison, vraiment, parce que c'est vrai, j'avais pas les moyens. J'étais à l'hôpital. Mes enfants, c'est les autres qui étaient dans la maison. Ils ne savaient pas comment gérer une maison. Ils sont allés chercher de l'aide de la famille. Personne n'a dit, laisse ta mère perdre le logement, on s'en fout, si ça. J'ai perdu mon logement. Comment tu veux que j'aille chercher de l'aide? J'ai été frappée dans différents organismes. Tous les organismes m'ont dit, t'es-tu sur le bien-être social? Non, c'est ton problème, ça. Tu sais, t'avais pas d'aide, là. J'avais pas personne pour m'aider, pour me guider dans le cheminement. Le monde portait des jugements sans arrêt. Alors, tu fais quoi dans une situation comme ça? Et c'est pour ça que j'ai ouvert mon OBNL. J'ai ouvert le Diamant Bleu de Nadia pour aider, pour que ma porte soit toujours ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que si quelqu'un vit un moment difficile, moi, je veux qu'ils viennent me voir, puis moi, je vais essayer de retrouver de l'aide pour eux autres. Parce que moi, quand j'ai été frappée à des portes, la porte n'était pas ouverte. Et c'est tout à ton honneur. Bravo. C'est quelque chose. C'est ça, les douleurs qu'on a, ça peut créer des grandes choses. Hein? On se pose beaucoup de questions. Mais dans votre communauté, tu nous as dit tu viens de la Congo, puis j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient du Congo, puis qui m'ont parlé comment que c'est difficile de parler à leurs parents, leurs parents sont pas là, ils les écoutent pas, on leur juge, sinon leurs parents vont dire qu'ils ont pas accepté Dieu. Toi, tes parents, wow, je suis comme sur le choc, c'est tout le contraire de ce que les autres, les jeunes ont vécu. Ben moi, je compte ma mère parmi mes meilleures amies, vraiment, là, on est vraiment très, très proches, puis elle a su créer une très belle relation. Puis moi, effectivement, en grandissant, j'ai eu un environnement très, très sain, beaucoup de support de mes parents. Mes parents savaient... Moi, je me suis cherchée vraiment très longtemps. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais que j'avais des idées. Un jour, je voulais être ça, je voulais être ça, je voulais être ça. Ma mère disait oui à tout. Parfait. J'ai même voulu être chanteuse. Elle m'a payé des cours privés. Oh, wow. On n'avait pas grand-chose, mais elle voulait s'assurer de donner toutes les ressources à ses enfants. Ma sœur, c'était la danse. Elle lui a payé des cours de chorégraphie. On a fait du théâtre. Et ma mère a compris que plus les filles vont apprendre, toucher à des choses ici et là, plus leur idée de ce qu'elles veulent faire va se dessiner. Mais c'est sûr que de un, le support... Moi, je parle de ma mère, mais mon père aussi, ma famille, ma tante, je l'appelle maman. On est très, très proches. Puis on essaie de tous se supporter là-dedans, puis d'être très positifs. Va falloir que tu coupes ça au montage. Pourquoi? Parce que j'ai oublié ta question. C'est correct. OK, attends, tu disais les Congolais? Dans votre culture de Congolais, comment sont les enjeux de la santé mentale? Qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres? Comme nous autres, dans notre culture, ils l'acceptent pas. Ils disent « Oh non, c'est parce que tu n'as pas accepté Dieu. Oh, c'est Satan qui est sur toi. Oh, c'est ci, c'est cela. » Vous, est-ce que c'est comme ça aussi? Je pense que généralement, dans la communauté noire, on n'est pas encore prêt à accepter que la maladie mentale, c'est une vraie maladie. Parce qu'on ne le voit pas. Excusez, ton bras est coupé, mais on va voir que ton bras est coupé. T'es malade, ça va pas. Mais si je suis pas capable de voir que tu es malade,
Ça se peut que tu le sois pas. Ça se peut que tu sois un peu paresseux, que tu sois dans le laxisme, que tu exagères. Puis c'est ça que tout le monde dit en passant. Et c'est ça qui est dangereux. Et dernièrement, justement, je parlais avec un ami congolais qui... Ça m'a vraiment débalancée, je te dirais, choquée même. Il m'a dit, ah, je savais pas que ton ami s'était enlevé la vie. Je savais pas que les Noirs faisaient ça. J'ai dit, ouais, c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce qu'il Tu n'y a pas vois? de couleur au suicide. Il n'y a pas de couleur. Exactement. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Quand moi, j'ai été faire mon suicide, le monde m'a dit, là, tu t'es fait laver par les Blancs. C'est quoi cette question-là? Il n'y a personne qui m'a lavé. Je l'ai vécu, je l'ai senti, cette dépression-là. Le rejet, le sentiment qu'on vit en dedans, c'est quelque chose. Le monde ne sait pas. Et un mot qu'on me dise, puis qui m'a vraiment affectée, c'est que, ah, tu vas jamais devenir rien. T'es laide. T'es grosse. Quand j'étais sur le pont, Champlain. le pont Champlain, pas le pont Champlain, le pont Victoria, excusez-moi, mais il était où la communauté quand je leur disais que j'allais pas bien? Tout le monde qui allait à l'église, les pasteurs qui allaient à l'église, les diacres d'église, les ci, les ça, là, je les ai tous appelés avant d'aller faire mon saut sur le pont Victoria. Ah, c'est parce que t'as Satan sur toi. Tu t'es pas marié, là. T'as Satan. C'est ça qui arrive quand on a Satan sur soi. Ils m'ont toutes délaissée. Il y avait personne qui était là pour moi. Non, c'est terrible. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Ça n'a aucun sens. Pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que tu apprends, c'est des leçons. Et là, je suis là et je brise le silence. Et merci de m'accompagner avec mon cheminement parce que c'est quelque chose d'avoir quelqu'un autant avec beaucoup de respect, Reine, et quelqu'un de la conseillère municipale parce que pour que les gens comprennent, il y a une personne qui est prête à nous entendre, de voir que c'est vraiment un problème d'enjeu dans la communauté culturelle et tout. C'est vrai. Puis c'est ça, il faut qu'on brise le silence, il faut qu'on soit ouvert à en parler, mais pour être ouvert à en parler, il faut qu'il y ait une réceptivité, il faut que les gens comprennent que c'est un vrai enjeu, c'est un fléau. Surtout avec la pandémie, je veux dire, les gens sont de plus en plus isolés, on se rend moins compte que hey, ça fait un temps qu'on n'a pas vu, que j'ai pas vu un tel. Puis même les gens de mon entourage me disent « Ah, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler la personne dont je parle. Ça fait longtemps que je l'avais vue. » Mais lui, de un, lui s'était isolé, mais de deux, la pandémie a fait ça, on travaillait de la maison, on se voyait moins, on s'appelait moins. Tout le monde vivait ses propres choses aussi. Donc, c'est facile, puis il faut faire très, très attention. Avant de juger quelqu'un. Avant de juger quelqu'un, mais c'est aussi facile de tomber dans la culpabilité. J'aurais dû... Et même moi, là, puis je veux dire, je connais un peu... j'ai pris quelques cours de psycho, donc même moi, en me voyant passer au travers mon deuil, je reconnaissais les étapes au travers lesquelles je passais, puis je savais que je ne devais pas tomber dans la culpabilité, mais c'est inévitable. C'est vrai. Et j'essayais de contrôler ça. Puis, cette fois-là, quand je lui parlais, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ci, parce que moi, je savais qu'il était malade. Mais tu ne dis jamais. Tu penses jamais que c'est une option. Coupable. La seule chose faut pas que tu te sens coupable. Parce qu'il faut que tu te dises, je lui ai parlé. Je lui ai donné cet amour quand même si je ne l'ai peut-être pas bien parlé, mais je lui ai quand même parlé à cette personne-là. Tu sais, moi, je dis aux gens qui étaient là pour moi, qui m'ont écouté, qui ne m'ont pas jugé, je leur dis merci. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a fait des jugements contre moi. Il y a beaucoup de monde qui a dit « Ah, elle n'a même pas de tumeur au cerveau. Ah, elle est tombée à terre. Ah, elle est allée... » La dernière nouvelle que j'ai entendue, c'est que quelqu'un a dit, parce que moi, je pesais 375 livres, quelqu'un a dit « Nadia est allée faire une chirurgie à Venezuela. » Non, j'avais même pas le moyen pour payer mon logement. Vous pensez-vous vraiment que je suis allée prendre un voyage, aller en Venezuela pour aller me faire une chirurgie? Arrêtez. Les gens auront toujours des choses à dire. Il y a toujours... Et c'est ça que je dois apprendre. Et à tous ceux qui écoutent ce podcast, il faut qu'on apprenne à en apprendre et en laisser. Exact. Il faut. Mais la seule chose que moi, je suis responsable et le fruit de ma parole, c'est aujourd'hui, Nadia Sénac, elle veut faire un changement. Et elle a parti son OBNL pour faire ce changement-là.
c'est plus des paroles en l'air, c'est des paroles que je veux montrer. Mon organisme va être ouvert. Et puis que, malheureusement, j'ai peut-être pas eu l'opportunité d'aider des personnes qui passaient des moments difficiles parce que moi-même, je passais des moments difficiles. Mais là, je veux briser ce silence et I'm going to talk about it. Et il faut. Puis plus on va en parler, plus on va le normaliser, plus les gens vont adhérer à, justement, à en parler, à cogner à une porte, à aller voir des organismes parce qu'il y a du soutien qui existe, il y a des ressources qui sont là. Puis à arrêter de s'isoler, arrêter de... C'est difficile de ne pas s'isoler. Je le comprends. Reine. Je te jure, c'est difficile. Si je te dis, Reine, je m'isole tout le temps. J'ai peur de sortir puis de vivre ce rejet encore. J'ai peur de faire confiance aux mauvaises personnes. Tu fais confiance à des personnes qui te promettent la lune, puis ces gens-là sont en train de te rejeter. Ils parlent derrière ton dos, ils te disent des paroles. Il y a même une personne qui m'a dit « T'es une mouche à marde ». Et au début, je comprenais pas ce que la personne voulait dire par ça. Elle dit, mais Nadia, il y a beaucoup de personnes qui me disent, t'attires tout le temps des trucs. Je dis, comment ça, j'attire des trucs? Mais tu veux toujours aider le pauvre, mais arrange-toi avant d'aider le prochain. Non. Vous savez pas à quel point ça m'a blessée. C'est sûr, mais c'est un peu une thérapie, ce que tu fais au travers ton podcast. C'est ça, c'est ce que je comprends. Mais t'apprends ça tous peut les jours. t'aider à cheminer. Ben oui, effectivement. Non seulement ça t'aide à cheminer, mais ça aide les gens qui écoutent ton podcast ou même les gens qui s'assoient sur cette chaise-là puis qui partagent. Mais toi, est-ce que tu as déjà vécu une dépression? Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose que ça t'a... Ben, personnellement, je pense qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Plutôt, je parlais du fait que, justement, j'étais mère monoparentale. Oui, exactement. Ma mère disait, puis ça me choquait tellement, mais elle avait tellement raison. Elle disait, c'est un bébé qui est un bébé. J'avais 18 ans. Je voulais pas entendre ça. Non, là, je suis Ma mère me disait la même chose. Je suis une madame. Mais effectivement, elle avait raison. Mais je me suis sentie comme si j'avais été balancée dans la vie parce que j'avais aussi ma fierté. Ma mère m'a jamais dit de quitter la maison. Moi, je me suis dit, non, c'est mon enfant. Je peux pas demander à mes parents qui prennent la responsabilité en plus. Donc, à 19 ans, j'avais mon appartement, je gérais tout ça. Il y a eu des moments excessivement difficiles. Il y a eu des moments où j'en ai pleuré. Je me disais, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre dans... Comment je vais faire pour mettre de la nourriture dans mon frigidaire? Mais personnellement, je n'ai jamais pensé au suicide. Ça n'a jamais été une option pour tout plein de facteurs. Parce que j'aime beaucoup trop mes parents, ça les aurait détruits, ma sœur aussi, parce que je suis maman, parce que j'ai toujours su que quand il y a un nuage noir, ben après, il y a le soleil. Fait que je savais qu'à un moment donné, ça irait mieux. Mais je me suis souvent posé la question, je ne me mentirais pas, quand? Quand est-ce que ça va aller mieux? Quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que je vais pouvoir souffler? Donc, il y a eu effectivement des hauts et des bas, mais je t'avouerais que psychologiquement parlant, j'ai été beaucoup plus frappée dernièrement, là, au mois de mai, quand j'ai appris le décès d'un être vraiment très cher. Mais sinon, je suis croyante aussi. Je m'accroche aussi à ça. Et puis voilà. Puis je pense que si on est bien entouré, si on arrive à en parler, c'est facile hein, d'aller mal, de rentrer chez soi, de fermer les rideaux et de répondre à aucun appel. Là, à un moment donné, tu tombes dans un certain comfort zone, là, mais c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, quand on se sent mal, entourez-vous de quelqu'un au moins. Oui, absolument. Puis si les gens savent que tu vas pas si bien, ben, ils viennent cogner à ta porte. Moi, j'allais à Québec quand j'ai appris le décès de mon meilleur ami et ma mère et ma sœur sont venues me chercher, sont parties de Longueuil, sont venues me chercher parce qu'il n'y avait rien à faire. J'étais totalement inconsolable. Ça, là, sont comme venus à ma rescousse. Ça, c'est de l'amour pur. Oui. Ils sont venus me chercher, puis on est rentrés ensemble. Juste les voir. Oh! En tout cas, t'es bien entourée. Oui. T'es bien entourée, puis toutes mes condoléances à toi et ta famille. Merci. Et tes amis proches et tout. Mais tu sais,
on choisit pas sa famille, mais on choisit son entourage. Donc, tantôt, plus tôt, tu parlais que tu n'as peut-être pas eu le soutien que tu aurais aimé de ta mère, mais on peut refaire des relations. Moi, j'ai des relations dans ma vie depuis plus de 25 ans. 20 ans, disons. Oui, mais moi, je viens pas d'ici, hein. Moi, je viens d'Ontario. Oui, mais je veux dire, il n'est jamais trop tard pour se créer des relations. Puis même aujourd'hui, mon Dieu, je rencontre tellement de gens. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi, je vois le cœur des gens. » Je dis « Ah, toi, je te veux dans mon cercle. Ah, toi, je te veux dans mon... » Parce que c'est des petites choses. C'est littéralement des petites choses. Les gens savaient que j'étais en deuil. Il y a des gens que je n'ai pas entendus du tout et c'est correct. Mais il y en a d'autres qui ont pris le téléphone, qui m'ont appelé. Là, j'ai reçu des très beaux messages. J'ai même eu des gens qui sont venus me visiter à l'hôtel de ville avec des fleurs qui m'ont... Ah, la communauté veut te partager son soutien. Mon Dieu, ça, c'est incroyable. Je vois le cœur des gens et c'est ça qui fait... En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'entoure. Puis c'est très bien. Tu sais, l'espèce de no new friend, j'y crois pas. Non, moi aussi, je crois pas. Moi, je crois que Dieu met des gens dans ton passage pour une raison. Et chaque personne qui met dans ton passage, c'est une leçon de la vie. Il veut que tu comprennes quelque chose. Chaque personne vaut quelque chose. Vous êtes un diamant. Moi, je les appelle mes diamants bleus. Alors, chaque personne que je rencontre, c'est un diamant bleu. Quand j'ai été à votre 5 à 7 pour le lancement du financement, pour moi, c'est comme si je me sentais comme une reine. J'étais Cendrillon. J'étais plus la Cendrillon qui était en train de pleurer dans son coin. Pour moi, j'étais une autre personne très importante. Mais puis ça me fait plaisir que tu dises ça. Et ce que je pourrais ajouter à ça, c'est notre chef Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil. Je me plais à dire qu'elle elle s'est entourée, parce que c'est elle qui a créé son équipe, elle s'est entourée de gens qui la ressemblent. Et si je regarde mes collègues, on est un petit peu tous pareils, un petit peu tous comme Catherine. C'est des gens bien intentionnés avec un bon fond, un bon cœur. Amen, c'est bien. Puis, tu vois, ça me fait plaisir que tu dises ça. Je me suis bien sentie parce qu'on est un petit peu tous pareils. On n'est pas dans le jugement. Je veux dire, notre rôle principal, c'est de servir les citoyens. Donc, qui est-ce qu'on serait si... notre première réaction, ce serait de juger quelqu'un de la tête aux pieds ou qu'est-ce que tu fais aussi. Je pense qu'on serait à côté de la plaque et pas dans la bonne sphère, disons, professionnelle. Merci tellement. Pour ça de me fait vrai, plaisir. Merci d'être venu à mon podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, de bavarder, de prendre tout ton temps. Je sais que ton agenda est tellement occupé. Je ne vais pas prendre tout ton après-midi, mais merci beaucoup, Reine. Et à tous mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Le podcast, pour moi, c'est tellement important. C'est aussi un moment pour moi de me reprendre et d'apprendre à me connaître moi-même. Et merci énormément, Reine. Et à tous mes auditeurs, auditrices, je vous aime. S'il vous plaît, écoutez le message. C'est tellement important de briser ce silence puis de parler à quelqu'un qui nous apprécie ou bien qui est quelqu'un qui est peut-être notre idole. It's time, guys. On brise le silence. Allez voir ma page, Le Diamant Bleu de Nadia, si tu veux donner tes informations d'Instagram et tout. Ben oui, si les gens veulent me suivre puis voir ça ressemble à quoi le quotidien d'une conseillère municipale, même de la présidente du conseil, parce que je partage littéralement tous les jours. C'est R, Bombo, B comme bravo, O-M comme maman, B-O. Je pense que c'est Baramba Longueuil. R, Bombo Longueuil, exact. Alors, j'espère que je vous vois. Allez vous enregistrer dans mon site Internet, lediamantbleudenadia.com, et laissez-moi un message. Puis des fois, juste pour vous avertir que des fois, en vous enregistrant, ça va dans les spams ou dans les pluriels, allez recliquer parce que les premières 20 personnes qui s'enregistrent, il y aura une surprise. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.